Une femme s'est réveillée pour découvrir que son mari l'avait abandonnée avec leur bébé. Face à la ruine financière, elle a fondu en larmes. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Une histoire de dépassement et d'espoir qui touchera votre cœur. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Le soleil d'automne se glissait à travers les rideaux de la chambre d'Isabelle Moreau, illuminant un lit, à moitié vide. À 30 ans, elle n'avait jamais imaginé se réveiller ainsi, seule, avec un morceau de papier froissé sur l'oreiller de son mari. Les doigts tremblants, elle déplia la note griffonnée à la hâte par Jonathan. « Je ne peux plus continuer. Oh, comme ça, je ne suis pas prêt à être père. Je suis désolé. » Rien de plus. 5 années de mariage réduites à 3 phrases. Dans la pièce voisine, Léa, leur fille de 3 mois, dormait paisiblement, ignorant que son père avait disparu pendant la nuit. Isabelle se précipita vers son ordinateur, l'estomac noué par un pressentiment terrible. La connexion lui sembla interminable avant qu'elle ne puisse accéder à leur compte bancaire commun. Vide, à l'exception de 170 €, 5 années d'économie volatilisée. Isabelle s'effondra sur sa chaise, le souffle coupé. L'échéance du prêt immobilier arrivait dans 2 semaines. Ancienne organisatrice d'événements, elle avait abandonné sa carrière pour se consacrer à la maternité, confiante dans la stabilité financière de leur couple. Maintenant, tout s'écroulait. Le cri de Léa la ramena brutalement à la réalité. Ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Une détermination féroce, presque obstinée, était depuis toujours la caractéristique dominante d'Isabelle. Ses parents lui avaient inculqué une valeur au-dessus de toutes les autres, ne jamais, au grand jamais, demander de l'aide. « Les Moreau se débrouillent seuls », répétait son père. Cette indépendance forcée avait façonné en elle une créativité, remarquable dans la résolution de problèmes, mais aussi une peur profonde de la vulnérabilité. Elle prit Léa dans ses bras, respirant son odeur de bébé, et sentit les larmes couler sur ses joues. Comment concilier sa fierté avec la nécessité brutale de survivre pour sa fille? Les vents d'automne qui balayaient La Rochelle, cette petite ville côtière où tout le monde connaissait les affaires de chacun, semblaient annoncer un changement aussi violent qu'inattendu dans sa vie. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Sur le palier se tenait Marguerite Dupont, sa voisine de 78 ans, une ancienne institutrice à la posture encore droite malgré son âge. « Bonjour, ma petite. Je venais juste voir si vous aviez besoin de quelque chose du marché, » dit-elle, avant de remarquer les yeux rougis d'Isabelle. « Oh, que se passe-t-il » Isabelle hésita. La fierté lui dictait de sourire, de prétendre que tout allait bien. Mais Léa gigotait dans ses bras, et l'avenir incertain la terrifiait. « Jonathan est parti », murmura-t-elle finalement, les mots s'échappant comme un aveu douloureux. « Il a pris tout notre argent. » Le visage de Marguerite se durcit, puis s'adoucit. Sans un mot, elle entra dans l'appartement et prit Léa des bras d'Isabelle. « Préparez-vous un café, ma chère, nous avons des choses à discuter. » Dans les jours qui suivirent, Isabelle épuisa toutes les possibilités. Les appels à Jonathan restaient sans réponse. Sa carte de crédit fut refusée au supermarché, l'humiliation brûlant ses joues, tandis qu'elle remettait maladroitement des produits en rayon sous les regards curieux des autres clients. Chaque nuit, elle calculait et recalculait, cherchant désespérément une solution qui n'impliquait pas de renoncer à leur appartement. 1 semaine après le départ de Jonathan, Marguerite frappa à nouveau à sa porte. « J'ai une proposition à vous faire », annonça-t-elle sans préambule. « J'ai une maison d'hôte dans mon jardin. Elle est petite, mais confortable. Le loyer serait modeste, et vous pourriez m'aider à entretenir ma propriété en échange. » Isabelle sentit son estomac se nouer. Accepter signifiait admettre sa défaite, reconnaître qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule. Toute une vie de fierté se rebellait contre cette idée. « Je ne peux pas accepter la charité », commença-t-elle. « Ce n'est pas de la charité », l'interrompit Marguerite, avec une fermeté rappelant ses années d'enseignement. « C'est un échange de services. Ma maison est trop grande pour moi seule, et mes articulations ne me permettent plus d'entretenir le jardin comme avant.
Vous avez besoin d'un logement, j'ai besoin d'aide. C'est aussi simple que cela. Ce n'était pas aussi simple, bien sûr. Mais une semaine plus tard, Isabelle et Léa emménageaient dans la petite maison d'hôte derrière la grande demeure de Marguerite. L'appartement qu'elle partageait avec Jonathan, rempli de souvenirs et de projets brisés, fut rendu au propriétaire. La maison d'hôte, bien que modeste, avait un charme certain avec ses poutres apparentes et sa vue sur le jardin luxuriant. Chaque matin, Isabelle se réveillait avec le chant des oiseaux et les gazouillis de Léa. Pendant que sa fille faisait sa sieste de midi, elle taillait les rosiers de Marguerite ou désherbait les plates-bandes, trouvant dans ce travail physique un exutoire à sa colère et à sa tristesse. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Un dimanche après-midi, alors qu'Isabelle étendait du linge dans le jardin, une petite foule commença à se rassembler chez Marguerite. Hommes et femmes, tous d'un certain âge, arrivaient avec des plats couverts et des bouteilles de vin. « C'est notre repas communautaire mensuel », expliqua Marguerite en sortant pour l'inviter. « Venez vous joindre à nous avec Léa. » Isabelle hésita. La perspective de faire face à un groupe d'inconnus, d'expliquer sa situation, de voir la pitié dans leurs yeux, lui nouait l'estomac. Mais Marguerite insista gentiment, et Isabelle finit par céder. Le repas se révéla étonnamment agréable. Les amis de Marguerite, tous retraités, se disputaient joyeusement le privilège de tenir Léa. Maurice, un ancien boulanger au rire tonitruant, raconta des histoires de La Rochelle d'antan. Simone, une veuve énergique de 72 ans, partagea des conseils sur les meilleurs marchés pour acheter des produits frais à petit prix. « Vous devriez rencontrer mon neveu », dit soudain Jeanne, une élégante dame aux cheveux argentés. « Nicolas travaille dans l'immobilier de luxe. Il cherche quelqu'un pour l'aider à organiser des journées portes ouvertes pour ses propriétés. »« J'étais organisatrice d'événements avant », commença Isabelle avant de s'interrompre, incapable de terminer sa phrase. « Avant de devenir mère », compléta doucement Marguerite, et elle était excellente. Le lundi suivant, Isabelle se tenait devant le miroir, ajustant nerveusement la seule tenue professionnelle qu'elle avait gardée. Léa gazouillait dans son berceau, inconsciente des enjeux de cette journée. Trouver une nounou pour quelques heures avait déjà été un défi, mais Simone s'était proposée avec enthousiasme. Les bureaux de Riviera Immobilier occupaient un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle dans le Vieux-Port. Isabelle, impressionnée malgré elle, resserra sa poigne sur son portfolio. Elle avait passé la nuit à rassembler des photos de ses anciens événements, espérant que cela suffirait à compenser son absence du marché du travail. Nicolas Dubois était plus jeune qu'elle ne l'imaginait, à peine plus de 35 ans, avec un sourire chaleureux qui contrastait avec son costume impeccable. « Ma tante Jeanne m'a beaucoup parlé de vous, » dit-il en l'invitant à s'asseoir. « Elle est impressionnée par votre détermination. » Isabelle sentit ses joues s'empourprer. L'idée que des étrangers discutaient de sa situation personnelle la mettait mal à l'aise. « J'ai une proposition un peu particulière, » continua Nicolas, sans remarquer son embarras. « Nous organisons des journées portes ouvertes pour des propriétés de luxe, mais nos événements manquent de chaleur. Ils sont professionnels mais froids. Avec votre expérience en organisation d'événements, peut-être pourriez-vous leur donner une touche plus personnelle ?» Une lueur d'espoir s'alluma en Isabelle. C'était exactement le genre de défi créatif dans lequel elle excellait autrefois. « Je pourrais créer des ambiances différentes selon les propriétés, » suggéra-t-elle, les idées affluant soudain. « Faire venir un chef pour préparer des amuse-bouches qui correspondent au style de la maison, peut-être même engager des musiciens pour certains biens d'exception. » Nicolas hocha la tête avec enthousiasme. « Exactement ce que j'avais en tête. Nous avons une villa à présenter ce week-end. Le propriétaire est pressé de vendre. Accepteriez-vous de vous en occuper ?» Isabelle hésita. Le week-end ne laissait que quelques jours pour tout organiser, et il y avait Léa. « Je comprends que c'est court, » dit Nicolas, interprétant correctement son silence.
Et je sais que vous avez une petite fille, nous pouvons adapter les horaires si nécessaire. J'accepte, répondit Isabelle, surprise par sa propre audace. Mais j'aurai besoin d'une avance pour couvrir les frais initiaux. Nicolas acquiesça, sans hésitation, et pour la première fois depuis le départ de Jonathan, Isabelle sentit un frisson d'excitation remplacer l'angoisse constante. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Isabelle contacta d'anciens fournisseurs, négociant des tarifs, imaginant une mise en scène qui mettrait en valeur l'élégante villa de style méditerranéen. Elle dormit à peine, partagée entre les préparatifs professionnels et les soins à Léa. Le samedi matin, alors qu'elle finalisait les derniers détails dans la villa, son téléphone sonna. C'était Simone, censée garder Léa pendant l'événement. « Je suis désolé, ma chérie, » dit la voix inquiète de la vieille dame. « Je suis tombée dans mon jardin. Rien de grave, mais le médecin insiste pour que je reste allongée aujourd'hui. » Isabelle sentit la panique monter. L'événement commençait dans 2 heures. Tous ses contacts de secours étaient soit indisponibles, soit trop loin. Quand Nicolas arriva pour vérifier les préparatifs, il trouva Isabelle en train d'installer un petit parc pour bébé dans un coin discret du salon. « Je suis vraiment désolée, » expliqua-t-elle, mortifiée. « Ma baby-sitter a eu un empêchement, de dernière minute. Je vous promets que Léa est calme, elle ne dérangera pas. » À sa surprise, Nicolas sourit. Peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin. Une touche de vie réelle dans ces maisons trop parfaites. Isabelle n'était pas convaincue, mais elle n'avait pas le choix. Quand les premiers clients arrivèrent, elle les accueillit avec Léa confortablement installée dans un porte-bébé, tentant de paraître professionnelle malgré cette situation peu conventionnelle. Contre toute attente, la présence de Léa créa une atmosphère chaleureuse que Nicolas n'avait jamais vue lors de ses événements précédents. Les clients, principalement des couples aisés d'âge mûr, s'arrêtaient pour admirer le bébé, ce qui ouvrait naturellement la conversation. L'un d'eux mentionna ses petits-enfants qui venaient souvent en vacances, imaginant déjà les retrouvailles familiales dans la villa. À la fin de la journée, 3 offres d'achat avaient été déposées, du jamais vu pour une première visite. Nicolas était extatique. « C'était brillant !» s'exclama-t-il alors qu'il fermait la villa. « Votre présentation était parfaite, mais c'est Léa qui a fait la différence. Elle a rendu la maison vivante. » Sur le chemin du retour, une idée germa dans l'esprit d'Isabelle. Et si c'était là sa niche? Non pas simplement organiser des visites immobilières, mais créer des mises en scène vivantes, familiales, qui permettraient aux acheteurs potentiels de se projeter émotionnellement dans les lieux. Les semaines suivantes virent naître un concept commercial unique. Maison Vivante devint le service signature de Nicolas, avec Isabelle comme directrice créative. Elle ne se contentait pas de décorer les propriétés. Elle créait des expériences sensorielles complètes, pain frais cuisant au four, musique douce adaptée au style architectural, et souvent la présence discrète mais efficace de Léa, devenue la mascotte non officielle de l'entreprise. Pour la première fois depuis des mois, Isabelle commençait à respirer plus librement. Ses finances se stabilisaient, et elle envisageait même d'épargner pour l'avenir. Léa grandissait, commençant à se retourner et à attraper des objets avec une curiosité insatiable. C'est alors qu'une BMW noire s'arrêta devant la maison d'hôte un soir d'automne. Une femme élégante d'une 60aine d'années en sortit, scrutant les alentours avec une expression indéchiffrable. « Isabelle ?» appela-t-elle, apercevant la jeune femme qui rentrait du travail, Léa dans les bras. « Oui » répondit Isabelle méfiante. « Je suis Pauline Moreau, la mère de Jonathan. » Le temps sembla se figer. En 5 ans de mariage, Isabelle n'avait rencontré sa belle-mère qu'à 3 reprises lors d'événements familiaux formels. Pauline vivait à Paris et n'avait jamais caché son désappointement que son fils unique ait choisi une simple organisatrice d'événements provinciaux plutôt qu'un bon parti parisien. « Je suis venue voir ma petite fille », annonça Pauline, comme si elle avait tout à fait le droit d'apparaître ainsi après des mois de silence. « Et discuter avec toi de Jonathan. »
Un frisson parcourut l'échine d'Isabelle. « Vous savez où il est ?» Quelque chose vacilla dans le regard de Pauline. « Entrons, veux-tu ? Ce n'est pas une conversation à avoir sur le pas de la porte. Que c'est cette femme que j'ignore? Où est Jonathan en ce moment même, alors que je lutte chaque jour pour reconstruire notre vie? Et pourquoi apparaît-elle maintenant quand je commence enfin à retrouver mon équilibre ?» Ces questions tourbillonnaient dans l'esprit d'Isabelle alors qu'elle invitait sa belle-mère à entrer, ignorant que les réponses bouleverseraient à nouveau sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Cette nuit-là, Isabelle resta éveillée longtemps après le départ de Pauline. Sa belle-mère avait prétendu vouloir simplement renouer des liens avec sa petite-fille, mais Isabelle sentait qu'elle cachait quelque chose. Pauline avait posé trop de questions sur ses finances, sur ses projets, avec une insistance qui dépassait la simple curiosité familiale. Dehors, les vents d'automne se transformaient en véritables bourrasques, annonçant un hiver que les météorologues prédisaient particulièrement rigoureux pour la côte atlantique. Isabelle resserra son châle autour de ses épaules, observant les premières gouttes de pluie frapper la fenêtre. Une tempête se préparait, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de sa vie. Le mois de décembre apporta des vents violents et des tempêtes successives qui battirent des records. La mer, déchaînée, submergea plusieurs zones côtières de La Rochelle, endommageant de nombreuses maisons. Le téléphone d'Isabelle ne cessait de sonner. Nicolas, submergé par les appels de propriétaires inquiets, avait besoin de son aide pour évaluer les dégâts dans plusieurs propriétés de luxe. Un soir, alors qu'elle rentrait trempée d'une longue journée de travail, Isabelle trouva Marguerite assise dans son salon, un air grave sur le visage. « La digue près du quartier des pêcheurs a cédé », annonça la vieille dame sans préambule. « 10 familles ont tout perdu. » Isabelle connaissait ce quartier modeste où vivaient principalement des retraités et des ouvriers du port. Où vont-ils aller? La mairie ouvre le gymnase, mais ces gens ont besoin de plus que des lits de camp, soupira Marguerite. Ils ont besoin de dignité. Cette nuit-là, incapable de dormir, Isabelle prit une décision impulsive. L'entrepôt qu'elle louait pour son matériel de mise en scène regorgeait de meubles et d'accessoires de décoration utilisés pour les propriétés qu'elle mettait en valeur. Pourquoi ne pas les prêter temporairement aux familles déplacées pour rendre le gymnase un peu plus accueillant? Au petit matin, elle contacta Nicolas qui, enthousiasmé par l'idée, mit à sa disposition une camionnette et 2 assistants. Avant midi, il transformait un coin du gymnase en espace salon avec canapé, tapis et lampes. Un autre espace devint une salle à manger conviviale. Un troisième, un coin jeu pour les enfants. Les familles, épuisées et désorientées, regardaient avec incrédulité ces étrangers qui apportaient non seulement du confort matériel, mais aussi une touche d'humanité dans leur épreuve. Une vieille dame prit les mains d'Isabelle dans « Les siennes, les larmes aux yeux. Vous nous rendez notre dignité, ma petite !» La presse locale s'empara de l'histoire. « La fée des maisons vient au secours des sinistrés », titrait le journal régional, avec une photo d'Isabelle portant Léa tout en dirigeant l'installation d'un espace de vie temporaire. D'autres entreprises locales suivirent son exemple, apportant nourriture, vêtements et produits de première nécessité. Mais cette générosité avait un coût. L'inventaire d'Isabelle, prêté aux familles pour une durée indéterminée, représentait la majeure partie de son capital professionnel. Sans ce matériel, comment continuer à proposer ses services de mise en scène? Nicolas, bien que compréhensif, avait des clients impatients qui n'attendraient pas. Une semaine après les inondations, alors qu'Isabelle contemplait l'état désastreux de ses finances, Marguerite vint frapper à sa porte. Sans un mot, la vieille dame lui tendit une clé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Isabelle. « L'accès à mon passé », répondit énigmatiquement Marguerite. « Suis-moi !» Elles traversèrent le jardin jusqu'à une dépendance que Marguerite gardait toujours fermée à clé. À l'intérieur, Isabelle découvrit avec stupéfaction un véritable trésor, des meubles anciens magnifiquement conservés, des luminaires art déco, des tapis persans, des objets de décoration rares. « Avant d'être institutrice, j'étais décoratrice d'intérieur à Paris », expliqua Marguerite devant l'air ébahi d'Isabelle.
J'ai tout arrêté quand mon mari est décédé, il y a 40 ans. Je n'ai jamais pu me résoudre à vendre ces pièces, alors je les ai entreposées ici en attendant je ne sais pas quoi exactement. Elle prit les mains d'Isabelle dans les siennes, son regard soudain vif et déterminé. Maintenant, je sais. Ces trésors attendaient quelqu'un comme toi qui saurait leur donner une nouvelle vie. Utilise-les pour ton entreprise. Considère cela comme un investissement de ma part. Cette révélation inattendue changeait tout. Avec ces pièces d'exception, Isabelle pourrait non seulement poursuivre son activité, mais la faire monter en gamme, ciblant des propriétés encore plus prestigieuses. C'était un tournant décisif, le moment où son entreprise improvisée devenait une véritable affaire, avec un potentiel considérable. Le soir même, alors qu'elle berçait Léa en fredonnant, son téléphone vibra. Une notification Instagram. Par réflexe, elle ouvrit l'application et se figea. Jonathan, son mari disparu, venait de publier une photo. On le voyait souriant sur une plage de sable blanc, cocktail à la main, manifestement sans le moindre souci. La légende disait simplement « Nouvelle vie, nouveau départ. Liberté. Aucun regret. » La douleur fut si vive qu'Isabelle eut l'impression de recevoir un coup physique. Pendant qu'elle luttait chaque jour pour joindre les deux bouts, pour créer un foyer stable pour leur fille, Jonathan sirotait des cocktails sur une plage paradisiaque avec leur argent. Léa s'agita dans ses bras comme si elle ressentait la détresse de sa mère. Isabelle respira profondément, tentant de maîtriser la rage qui montait en elle. Ce n'était pas le moment de s'effondrer. Pas maintenant, alors que tant de choses positives commençaient enfin à se produire. La sonnette retentit, interrompant ses pensées sombres. Sur le seuil se tenait Pauline, l'air étrangement vulnérable. « Puis-je entrer ? J'ai besoin de te parler. » Une fois installée dans le petit salon, Pauline semblait hésiter, cherchant ses mots, un comportement inhabituel pour cette femme habituellement si assurée. « J'ai vu la publication de Jonathan, dit-elle finalement, la voix étrangement plate. Il est aux Maldives, apparemment. »« Vous le saviez ?» demanda Isabelle, la colère perçant dans sa voix. « Non, je te le jure. » Pauline sortit un mouchoir de son sac. « Ce que je dois te dire n'est pas facile. Jonathan n'a pas seulement pris votre argent, il a vidé mes comptes aussi. » Isabelle resta bouche bée. « Comment ? J'avais fait de lui mon mandataire quand j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière. Une grave erreur, manifestement. » Les épaules de Pauline s'affaissèrent. « Ma maison à Paris est saisie par la banque. Je n'ai nulle part où aller. » Le silence tomba dans la petite pièce, seulement interrompu par les gazouillis occasionnels de Léa. Isabelle contemplait sa belle-mère, cette femme autrefois si fière, maintenant brisée par la trahison de son propre fils. Une partie d'elle voulait jubiler, voir une justice poétique dans cette situation. Mais une autre partie, plus profonde, ressentait une étrange solidarité. Elles étaient toutes deux victimes du même homme. « Le canapé se déplie, » dit finalement Isabelle. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves une solution. » Le regard stupéfait de Pauline valait tous les remerciements du monde. « Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez totalement confiance ? Partagez votre expérience dans les commentaires. » L'hiver céda progressivement la place au printemps. La vie d'Isabelle avait trouvé un nouveau rythme, surprenant, mais pas désagréable. Pauline, contrairement à toutes les attentes, s'était révélée être une grand-mère attentionnée pour Léa et une colocataire respectueuse. Sa présence permettait à Isabelle de consacrer plus de temps à son entreprise, en pleine expansion. Grâce à la collection vintage de Marguerite, Maison Vivante avait acquis une réputation d'excellence dans toute la région. Les propriétés mises en scène par Isabelle se vendèrent généralement lors de la première visite, souvent au-dessus du prix demandé. Nicolas, ravi de ce succès, lui avait proposé un véritable partenariat plutôt qu'une simple collaboration. Un matin d'avril, alors qu'Isabelle préparait une mise en scène pour un appartement avec vue sur le port, son téléphone sonna. C'était une voix inconnue, avec l'accent parisien caractéristique des médias nationaux.
Bonjour, je suis Élodie Martinet de Maison en Jardin. Nous préparons un article sur les nouvelles tendances en mise en scène immobilière et votre nom revient constamment. Accepteriez-vous une interview et une séance photo pour notre numéro de juin? Isabelle faillit lâcher son téléphone. Maison en Jardin était le magazine de décoration le plus prestigieux de France. Une telle exposition pourrait transformer son entreprise locale en une affaire d'envergure nationale. La séance photo eut lieu la semaine suivante, dans une élégante maison de maître que Nicolas venait de mettre en vente. Isabelle avait passé des jours à la préparer, combinant des pièces contemporaines avec les trésors vintage de Marguerite, pour créer une atmosphère à la fois luxueuse et chaleureuse. Le photographe envoyé par le magazine, Quentin Rousseau, était un homme d'une trentaine d'années, au regard perçant et au sourire rare mais sincère. Il travaillait en silence, se déplaçant avec une grâce féline pour capturer les espaces sous leurs meilleurs angles. « Vous avez un vrai talent », dit-il à Isabelle après plusieurs heures de travail. « Ce n'est pas seulement de la décoration. Vous racontez une histoire dans chaque pièce. » Léa, que Pauline avait amenée pour la pause déjeuner, gazouilla joyeusement, en tendant les bras vers l'appareil photo de Quentin. À la surprise d'Isabelle, le photographe habituellement réservé s'accroupit pour laisser la petite fille toucher son équipement, lui expliquant avec une patience infinie comment fonctionnait l'objectif. « Elle est magnifique !» commenta-t-il en redressant finalement. « Elle a vos yeux. » « Et le sourire de son père », répondit automatiquement Isabelle, avant de se mordre la lèvre. Une ombre passa sur le visage de Quentin, mais il ne posa aucune question. Pourtant, au moment de partir, il hésita sur le pas de la porte. « J'ai d'autres projets prévus à La Rochelle dans les semaines à venir. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble un soir, professionnellement, bien sûr, » ajouta-t-il rapidement. « J'ai des contacts dans le design d'intérieur à Paris qui pourraient vous intéresser. » Isabelle sentit ses joues s'empourprer. C'était la première fois qu'un homme lui témoignait de l'intérêt depuis le départ de Jonathan. La perspective était à la fois excitante et terrifiante. « Ce serait agréable, » répondit-elle finalement, surprise par sa propre audace. Le printemps s'épanouissait pleinement lorsque le numéro de Maison en Jardin, avec l'article sur Isabelle, fut publié. 6 pages glorieuses vantaient son approche unique de la mise en scène immobilière, avec des photos spectaculaires signées Quentin Rousseau. Le téléphone d'Isabelle ne cessait de sonner. Agents immobiliers, propriétaires privés, même une chaîne d'hôtels-boutiques souhaitant redécorer leurs établissements. Ce soir-là, Isabelle, Pauline et Marguerite célébraient autour d'une bouteille de champagne quand le téléphone sonna à nouveau. Isabelle, s'attendant à un autre appel professionnel, décrocha distraitement. « Isa, c'est moi !» La voix de Jonathan la figea sur place. 9 mois de silence, et soudain, il réapparaissait comme si de rien n'était. Pauline, reconnaissant la voix de son fils, pâlit visiblement. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda froidement Isabelle. « J'ai vu l'article dans Maison et Jardin, » répondit-il, la voix étrangement hésitante. « Tu as l'air de réussir. Je suis fier de toi. » Un rire amer s'échappa des lèvres d'Isabelle. « Tu n'as pas le droit d'être fier de moi. Tu nous as abandonnés. »« Je sais, j'ai fait une terrible erreur. » Sa voix se brisa légèrement. Je paniquais. La responsabilité d'être père, le poids financier, j'ai craqué. Mais j'ai eu le temps de réfléchir. Je veux revenir, réparer les choses. Isabelle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Pendant des mois, elle avait imaginé ce moment, formulé tout ce qu'elle dirait si Jonathan réapparaissait. Mais maintenant, les mots lui manquaient. « Comment oses-tu » commença-t-elle, avant d'être interrompue. « Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, mais Léa mérite d'avoir son père dans sa vie. Et toi ? Tu mérites quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et veut faire mieux. » Pauline s'était approchée, le visage tendu. Isabelle mit le téléphone en haut-parleur pour que sa belle-mère puisse entendre. « Et l'argent que tu as volé, à nous deux ?» demanda Isabelle, inclinant légèrement la tête vers Pauline. Un silence. « J'ai investi une partie. Ça n'a pas marché comme prévu, mais j'ai trouvé un travail stable maintenant. Je peux commencer à rembourser. » Pauline secoua la tête, les lèvres serrées.
Ce n'est pas si simple, Jonathan, répondit finalement Isabelle. Les choses ont changé. Je dois réfléchir. Je comprends. Prends ton temps. Je serai à La Rochelle la semaine prochaine. Nous pourrons parler face à face. Après avoir raccroché, Isabelle resta immobile, le regard perdu dans le vide. Marguerite posa une main réconfortante sur son épaule. « Qu'allez-vous faire, ma petite ?»« Je ne sais pas, » admit honnêtement Isabelle. « Une partie de moi veut lui claquer la porte au nez. Une autre partie pense à Léa, qui mérite de connaître son père. Et vous ?» demanda doucement la vieille dame. « Que méritez-vous » La question resta sans réponse, suspendue dans l'air comme une énigme qui définirait son avenir. Le lendemain apporta une distraction bienvenue sous la forme d'un appel de Nicolas. « J'ai une opportunité extraordinaire », annonça-t-il avec excitation. « Le manoir Clémenceau est mis en vente. » Isabelle connaissait bien ce bâtiment historique qui dominait La Rochelle depuis 3 siècles. Abandonné depuis des décennies, le manoir avait appartenu à une lignée d'armateurs avant de tomber en déshérence. Le propriétaire actuel veut organiser un événement caritatif pour sa mise en vente, continua Nicolas. Une soirée grandiose qui servira aussi d'exposition pour le manoir rénové. Il souhaite que ce soit vous qui orchestriez tout. Isabelle sentit l'adrénaline monter. C'était le projet le plus ambitieux qu'on lui ait jamais proposé. Une occasion de montrer l'étendue de son talent à l'échelle nationale. Le budget est conséquent, ajouta Nicolas avec un sourire audible dans sa voix. Mais il faudrait commencer immédiatement. L'événement est prévu dans 6 semaines. 6 semaines pour transformer un manoir délabré en un lieu de rêve, tout en gérant le retour imminent de Jonathan, les besoins de Léa et sa relation naissante avec Quentin qui se manifestait par des messages quotidiens et 2 dîners professionnels de plus en plus personnels. Le défi était intimidant, mais Isabelle sentait en elle cette détermination obstinée qui l'avait maintenue à flot dans les moments les plus sombres. « J'accepte », répondit-elle simplement. Le manoir Clémenceau se révéla être à la fois un cauchemar logistique et un rêve créatif. L'immense bâtisse de pierre blonde nécessitait une armée d'artisans pour les réparations d'urgence, tandis qu'Isabelle devait imaginer comment mettre en valeur chaque espace sans masquer le charme authentique des lieux. Le coût du projet dépassait largement ses ressources, même avec l'avance substantielle offerte par le propriétaire. Un soir, alors qu'elle se perdait dans des calculs impossibles, Pauline s'assit en face d'elle. « J'ai vendu mes bijoux », annonça-t-elle sans préambule, posant une enveloppe épaisse sur la table. « Ce n'est pas énorme, mais ça devrait aider pour le projet du manoir. » Isabelle regarda sa belle-mère avec stupéfaction. « Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un cadeau, » l'interrompit Pauline avec un semblant de son ancienne autorité. « C'est un investissement. Je veux être ta partenaire dans cette entreprise. » Pourquoi ? Pauline soupira, soudain vulnérable dans la lumière douce du soir. « Parce que pendant toute ma vie, j'ai été l'épouse de, la mère de, jamais vraiment. Moi-même, je vois en toi la femme que j'aurais pu être si j'avais eu ton courage. » Elle fit une pause. « Et parce que je veux que ma petite fille soit fière de sa grand-mère, comme elle sera fière de sa mère. » Cette conversation marqua le début d'un véritable partenariat entre les 2 femmes. Pauline, avec son œil aiguisé pour les affaires, et ses décennies d'expérience dans la haute société parisienne, complétait parfaitement la créativité et l'énergie d'Isabelle. Ensemble, elles transformèrent le projet du manoir Clémenceau en une opportunité de lancer une véritable entreprise structurée. Maison Vivante devint une société, avec Isabelle comme directrice créative et Pauline comme directrice financière. Les préparatifs pour l'événement au manoir battaient leur plein lorsque Jonathan revint à La Rochelle, comme promis. Isabelle le rencontra dans un café du Vieux-Port, le cœur battant d'appréhension. Son mari semblait à la fois familier et étranger, plus mince, plus bronzé, mais avec cette même fossette au menton qu'il avait transmise à Léa. Il tenta de l'embrasser, mais elle recula instinctivement. « Tu as l'air en forme », dit-il maladroitement en s'asseyant. « L'article dans le magazine ne te rendait pas justice. »« Qu'est-ce que tu veux exactement, Jonathan ?»
demanda directement Isabelle, refusant de se laisser distraire par des compliments. Une seconde chance. Avec toi, avec Léa. Il tendit la main vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin devant son regard glacial. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai été lâche et égoïste. Mais ces mois loin de vous m'ont fait réaliser ce qui compte vraiment. Et l'argent, celui de ta mère. Aussi, Jonathan eut au moins la décence de paraître honteux. J'ai commencé un nouveau travail. Bien payé. Je rembourserai tout, je te le promets. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Isabelle secoua la tête avec tristesse. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Tu nous as abandonnés quand nous avions le plus besoin de toi. Tu as choisi de partir, de te débarrasser de tes responsabilités comme d'un fardeau. Jonathan baissa les yeux. Je sais, j'étais terrifié par la paternité, par l'engagement que cela représentait. J'ai paniqué. Et maintenant? Maintenant, je veux assumer mes responsabilités, être un père pour Léa, reconstruire notre famille. Quelle que sera la décision d'Isabelle, une chose était sûre, le destin qui l'attendait, elle devrait le façonner elle-même, avec courage et détermination. Mais pour l'instant, le manoir Clémenceau l'appelait, et avec lui, l'opportunité de prouver une fois pour toutes qu'elle avait survécu à l'abandon pour devenir plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le manoir Clémenceau se dressait, majestueux, contre le ciel bleu de ce début d'été. Isabelle contemplait la façade restaurée avec un mélange de fierté et d'anxiété. Dans 3 jours, l'élite régionale s'y presserait pour l'événement caritatif, qui marquerait aussi le lancement officiel de sa société. Tout devait être parfait. À l'intérieur, une armée d'artisans, de décorateurs et d'organisateurs s'affairait sous sa direction. L'immense hall d'entrée avait retrouvé sa splendeur d'antan grâce aux lustres en cristal soigneusement restaurés. Le grand salon, transformé en espace d'exposition, présentait des photographies historiques du manoir et de La Rochelle, signées Quentin. Le photographe se tenait d'ailleurs près d'une fenêtre, ajustant l'éclairage d'un cadre. Depuis le retour de Jonathan, Quentin s'était montré distant mais professionnel, respectant visiblement l'espace dont Isabelle avait besoin pour prendre ses décisions. « La lumière est parfaite ici », commenta-t-il en la voyant approcher. « Ce bâtiment a une âme. Je ressens la même chose », acquiesça Isabelle. « Parfois, j'ai l'impression qu'il me parle. » Quentin sourit. « Et que vous dit-il ? Qu'il a connu d'autres tempêtes avant les nôtres, qu'il a survécu à l'abandon et aux éléments, qu'il y a toujours moyen de reconstruire. » Leurs regards se croisèrent un instant chargés de non-dits. Puis Pauline apparut à l'autre bout du salon, agitant un classeur, et le moment s'évanouit. « Les traiteurs ont modifié leur menu », annonça sa belle-mère avec agitation. « Ils prétendent que certains ingrédients ne sont plus disponibles. » Isabelle soupira. Une crise parmi tant d'autres à résoudre avant le grand soir. Le jour suivant, alors qu'elle inspectait les chambres à l'étage, maintenant transformées en galeries thématiques, un détail attira son attention. Le papier, peint d'une alcôve, semblait légèrement décollé. En s'approchant pour l'examiner, Isabelle sentit quelque chose derrière le tissu mural. Poussée par la curiosité, elle écarta doucement le papier et découvrit une petite cavité dans le mur. À l'intérieur se trouvait une boîte en métal, visiblement très ancienne. Le cœur battant d'excitation, Isabelle l'ouvrit avec précaution. Elle contenait un paquet de lettres jaunies par le temps, attachées par un ruban décoloré. La première enveloppe portait une écriture élégante et datait de 1889. Assise sur le rebord de la fenêtre, baignée par la lumière dorée de l'après-midi, Isabelle commença à lire. Les lettres racontaient l'histoire d'Élisabeth Clémenceau, épouse d'un riche armateur qui l'avait abandonnée pour partir chercher fortune en Amérique, la laissant seule avec leur jeune fils et le manoir criblé de dettes. Au lieu de sombrer dans le désespoir, Élisabeth avait transformé le manoir en un lieu de réception prestigieux, accueillant l'élite maritime et commerciale de La Rochelle. Sa détermination et son intelligence avaient non seulement sauvé la propriété familiale,
mais l'avait rendue plus prospère qu'elle ne l'avait jamais été sous la direction de son mari. La dernière lettre, adressée à son fils alors adulte, résumait sa philosophie. La vie ne nous donne parfois que des options impossibles. Dans ces moments-là, il faut créer sa propre voie, là où personne n'en voyait. C'est ce que j'ai fait, et c'est le véritable héritage que je te laisse. Non pas ce manoir de pierre, mais la certitude que tu portes en toi la force de construire, de créer, de transformer la défaite en victoire. Isabelle replia la lettre, profondément émue. Ces mots, écrits plus d'un siècle auparavant, semblaient s'adresser directement à elle, comme un message envoyé à travers le temps par une femme qui avait traversé des épreuves similaires. Cette découverte lui apporta une clarté inattendue. Pendant des semaines, elle avait oscillé entre différentes options pour son avenir. Pardonner à Jonathan et tenter de reconstruire leur famille, poursuivre l'étincelle qu'elle ressentait avec Quentin, ou se concentrer uniquement sur Léa et son entreprise. Mais peut-être existait-il une autre voie, une qu'elle n'avait pas encore envisagée. La veille de l'événement, une catastrophe frappa. Une violente tempête d'été s'abattit sur La Rochelle, endommageant une partie du toit du manoir. L'eau s'infiltra dans les lestes, ruinant plusieurs décorations et créant un danger potentiel pour les invités. Isabelle, réveillée en pleine nuit par l'appel paniqué du gardien, se précipita sur place. Sous la pluie battante, elle contemplait avec désespoir l'ampleur des dégâts. Tous ses efforts, tous ses espoirs semblaient compromis. C'est alors que son téléphone commença à sonner sans interruption. Marguerite, alertée par une voisine, mobilisait tous ses amis retraités. Nicolas contactait ses artisans. Pauline appelait ses nouvelles connaissances dans la région. Quentin proposait de venir immédiatement documenter les dégâts pour les assurances. Même Jonathan, informé par Pauline, arriva à l'aube avec des bâches imperméables et une équipe d'ouvriers du chantier naval où il avait trouvé un travail. En quelques heures, une véritable armée de volontaires envahit le manoir. Des retraités côtoyaient des étudiants, des artisans travaillaient aux côtés de bourgeois en tenue de jardin. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, et La Rochelle entière semblait déterminée à sauver l'événement. Isabelle, dirigeant les opérations depuis l'entrée, fut soudain frappée par la beauté de ce spectacle. Ces personnes n'étaient pas venues seulement pour le manoir, mais pour elle. Au fil des mois, sans même s'en rendre compte, elle avait tissé autour d'elle un réseau de soutien, une communauté qui valorisait sa vision et son courage. Jonathan, trempé et couvert de poussière, après avoir aidé à sécuriser le toit, s'approcha d'elle pendant une accalmie. « Je n'avais pas réalisé à quel point tu avais changé, » dit-il doucement. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire ici, pas seulement ce projet, mais ces liens, cette communauté. » Pour la première fois depuis son retour, Isabelle vit dans ses yeux non pas le désir de récupérer ce qu'il avait perdu, mais une véritable admiration. « J'ai fait ce que j'avais à faire, » répondit-elle simplement. « Pour Léa, pour moi. Je comprends maintenant pourquoi mon retour rend les choses si compliquées pour toi, » continua Jonathan. « Ce n'est pas seulement une question de confiance. Et brisé, c'est que ta vie est devenue plus riche, plus complète que lorsque nous étions ensemble. » Isabelle ne répondit pas, mais elle sentit quelque chose se dénouer en elle, non pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une forme de paix. Contre toute attente, l'événement caritatif fut un triomphe. Les dégâts impossibles à réparer complètement en si peu de temps furent intégrés à la narration. L'aile est, partiellement fermée au public, fut présentée comme un travail, en cours, symbolisant la nature évolutive de toute restauration, qu'il s'agisse d'un bâtiment ou d'une vie. La soirée attira plus de 300 personnes, dont des journalistes, des personnalités régionales et plusieurs investisseurs potentiels. Le manoir Clémenceau, illuminé de centaines de bougies et de guirlandes lumineuses, semblait flotter dans la nuit comme un navire majestueux. Isabelle, dans une robe bleu nuit empruntée à la collection vintage de Marguerite, se tenait au centre du grand escalier pour son discours d'ouverture. À ses côtés, Pauline tenait Léa,
maintenant âgé de presque 1 an, qui observait la foule avec des yeux émerveillés. « Ce manoir, commença Isabelle, sa voix claire résonnant dans le hall silencieux, a connu l'abandon et la renaissance, comme beaucoup d'entre nous. » Elle fit une pause, cherchant dans la foule les visages familiers qui avaient jalonné son parcours. Marguerite, Nicolas, Quentin et même Jonathan, discrètement postés près d'une colonne. Les murs de ce bâtiment portent les histoires de ceux qui l'ont habité avant nous, leurs triomphes et leurs défaites. J'ai récemment découvert les lettres d'Élisabeth Clémenceau, qui a sauvé ce manoir il y a plus d'1 siècle, lorsque son mari l'a abandonné. Un murmure parcourut l'assistance. Peu connaissaient cette histoire. Elle écrivait que parfois, la vie ne nous offre que des options impossibles. Dans ces moments-là, il faut créer sa propre voie là où personne n'en voyait. Isabelle sourit, sentant une émotion profonde l'envahir. C'est exactement ce que nous avons fait ici, ensemble. Nous avons créé une nouvelle voie pour ce manoir, comme j'ai dû en créer une pour moi-même et ma fille. La soirée se déroula comme un rêve. Les offres pour le manoir affluèrent, dépassant largement les attentes du propriétaire. Mais tandis qu'Isabelle circulait parmi les invités, une idée folle germait dans son esprit, nourrie par sa découverte des lettres d'Élisabeth et par les événements des derniers mois. Tard dans la nuit, alors que les derniers invités partaient, Isabelle trouva Pauline, Quentin et Jonathan conversant civilement près du buffet à moitié vide. « J'ai pris ma décision », annonça-t-elle simplement. Tous trois la regardèrent avec surprise, conscients qu'elle ne parlait pas seulement de l'avenir du manoir, mais de son propre avenir aussi. « Je vais l'acheter », déclara-t-elle. « Le manoir, pour en faire le siège de maisons vivantes, mais aussi un espace communautaire, un lieu d'événement, peut-être même un petit musée dédié à l'histoire maritime de la région. »« Avec quel argent ?» demanda pratiquement Pauline, toujours pragmatique malgré sa stupéfaction. « J'ai discuté avec 3 investisseurs ce soir. Ils sont intéressés par mon projet. Avec l'apport que nous avons déjà et un prêt raisonnable, c'est réalisable. » Isabelle se tourna vers Jonathan. « Je ne reviens pas en arrière. Notre mariage est terminé, mais Léa mérite de connaître son père. Si tu es sincère dans ton désir d'assumer tes responsabilités, nous établirons un arrangement pour que tu puisses jouer un rôle dans sa vie. » Puis vers Quentin. « Je ne suis pas prête pour une nouvelle relation amoureuse. J'ai besoin de temps pour me redécouvrir pleinement, pour comprendre qui je suis en dehors d'un couple. Mais j'apprécie ton amitié et peut-être qu'un jour... » Enfin, vers Pauline. « Notre partenariat continue, si tu le souhaites. Cette entreprise est aussi la tienne maintenant. » Dans les yeux de chacun, elle vit différentes émotions. Résignation mêlée de soulagement chez Jonathan, compréhension, patiente chez Quentin, fierté non dissimulée chez Pauline. Mais surtout, elle vit le respect pour une femme qui avait traversé l'abandon et l'adversité pour forger son propre chemin. L'automne revint à La Rochelle, apportant avec lui le premier anniversaire de Léa. La petite fille, désormais capable de faire quelques pas hésitants, était le centre d'attention lors d'une fête organisée dans les jardins du manoir Clémenceau. L'acquisition avait été finalisée quelques semaines plus tôt, après d'intenses négociations et la création d'une structure financière solide. Isabelle avait aménagé pour elle et Léa un appartement dans l'aile ouest, tandis que d'autres parties du bâtiment étaient progressivement transformées en espaces de travail et d'exposition. Autour de Léa se pressait la famille peu conventionnelle qu'Isabelle avait construite. Marguerite, désormais consultante officielle pour les aspects historiques des projets de maisons vivantes. Pauline, qui avait révélé un talent insoupçonné pour les affaires et gérait la partie financière avec une efficacité redoutable. Jonathan qui, s'il n'était plus le mari d'Isabelle, s'efforçait d'être un père présent et attentionné pour Léa, respectant les nouvelles frontières établies par son ex-femme. Et Quentin, dont les photographies du manoir avaient fait la couverture de plusieurs magazines et qui patientait discrètement, laissant à Isabelle l'espace dont elle avait besoin pour guérir complètement. Le reste des invités formait un groupe hétéroclite. Les amis retraités de Marguerite, des collègues d'Isabelle, des artisans locaux, des voisins.
tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient contribué à cette renaissance. En observant sa fille entourée de tant d'amour, Isabelle réalisa qu'elle avait créé quelque chose de précieux. Non pas la famille traditionnelle qu'elle avait imaginée, mais une communauté basée sur des choix conscients et des liens sincères. Dans un coin du jardin, elle avait fait installer une petite plaque commémorative dédiée à Élisabeth Clémenceau, cette femme d'un autre siècle qui lui avait, sans le savoir, transmis le courage de forger sa propre voie. Les lettres découvertes, dans le mur, avaient trouvé leur place dans une exposition permanente à l'entrée du manoir, partageant avec les visiteurs cette histoire de résilience qui résonnait si profondément avec la sienne. Isabelle avait également lancé une initiative pour soutenir les parents isolés de la région, offrant mentorat, ressources et parfois simplement un espace où se sentir compris. La ville qui avait autrefois murmuré des commérages sur sa situation citait maintenant son parcours comme un exemple de ce que le courage et la communauté pouvaient accomplir ensemble. Alors que le soleil d'automne déclinait, projetant des ombres allongées sur la façade du manoir, Isabelle observait les feuilles dorées tourbillonner autour de Léa qui riait aux éclats. Ce moment de joie pure cristallisait tout ce qu'elle avait appris. L'abandon avait été le catalyseur qui lui avait permis de découvrir sa véritable force et son but. La vie ne lui avait pas donné ce qu'elle avait demandé, mais lui avait offert ce dont elle avait besoin pour devenir la femme qu'elle était maintenant, une femme qui avait transformé sa plus grande douleur en sa plus belle réussite. En regardant sa fille grandir sous ses yeux, entourée non pas de la famille qu'elle avait perdue, mais de celle qu'elle avait consciemment créée, Isabelle savait une chose avec certitude. Ce n'était pas la fin de son histoire, mais simplement le début d'un nouveau chapitre, écrit avec ses propres mots, selon ses propres termes. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.